bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer. Un grand bienvenue pour ce cycle de conférences proposé par la Trousse à Projet et ses partenaires, toujours dans le cadre du volet parentalité des territoires numériques éducatifs. Alors, on arrive à la 5e conférence, mais j'en rappelle quand même toujours le concept pour celles et ceux qui découvriraient. Donc, il s'agit d'un cycle de conférences destiné à tous les acteurs de l'école, les parents, les enseignants, les partenaires de la médiation et de l'animation, et j'en passe. Il est composé de 10 conférences, une chaque mois, pour démêler 10 idées reçues sur le numérique et ainsi créer une culture commune autour de ces questions essentielles à l'éducation des jeunes générations. Voilà, donc comme je le disais aujourd'hui, nous entamons notre 5e conférence intitulée Vrai ou faux, pas besoin d'appareil numérique à l'école, il y en a bien assez à la maison, point d'exclamation. Alors, vous êtes toujours très nombreuses et nombreux à suivre ce cycle, hein. Merci de nous suivre en direct aujourd'hui, de 14h à 14h45. Vous avez d'ores et déjà la possibilité de poser vos questions et d'interagir dans le chat. Sachez que nous sélectionnerons plusieurs de vos questions ou remarques en deuxième partie de la conférence à partir de 14h30 et pour faire notamment réagir notre invité. Voilà, donc cette 5e conférence, elle revient sur une question que se posent beaucoup de parents et d'enseignants. Finalement, si les foyers sont déjà bien équipés en appareils numériques, faut-il vraiment en rajouter à l'école? Si oui, pourquoi faire? Que fait-on à l'école qu'on ne fait pas déjà à la maison? Bref, pas besoin d'appareils numériques à l'école, il y en a bien assez à la maison. Voilà le titre de notre webinaire. Et pour répondre à ces questions et démystifier cette idée reçue, nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Flukiger. Bonjour Cédric. Bonjour. Voilà, donc vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Lille, membre du laboratoire CIREL, qui est le centre interuniversitaire de recherche en éducation de Lille. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et peut-être avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement au-delà de ce que j'ai dit et notamment peut-être les travaux récents que vous avez pu faire autour de notre sujet? Tout à fait. Alors, merci de l'invitation. Donc, effectivement, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années. En fait, moi, je suis un ancien ingénieur. Je travaillais à France Télécom en tant que développeur pour des systèmes de visioconférence, ce qu'on est en train d'utiliser maintenant 20 ou 25 ans après. Voilà. Et il y avait quelque chose qui me manquait finalement dans ce que je faisais en tant qu'ingénieur, c'était comprendre pourquoi les gens utilisaient ou n'utilisaient pas ce qu'on passait beaucoup d'heures à inventer, à coder, à proposer. Et donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers les sciences humaines et sociales, et plus particulièrement vers les sciences de l'éducation. Et on peut dire que depuis cette époque, j'ai deux grandes approches. Une première approche qu'on va dire plus sociologique, pour essayer de comprendre les usages des jeunes. Alors, ça peut être des enfants, même y compris très jeunes. Ça peut être des étudiants. Récemment, j'ai fait des travaux sur les usages des étudiants qui rentrent à l'université. Et puis, une deuxième qui est plus de comprendre comment l'école forme au numérique. C'est des questions qu'on pourra aborder peut-être tout à l'heure, avec une approche théorique didactique, c'est-à-dire en essayant de regarder la spécificité de ce qui s'apprend sur l'informatique, sur les ordinateurs, et donc essayer de regarder ce qui se passe dans les classes un peu finement, quoi. Voilà. Donc, c'est les deux lignes de recherche que je tiens depuis une quinzaine d'années maintenant. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est très intéressant de commencer par là parce que s'il y a ce qui est intéressant au fur et à mesure que nous avançons dans notre cycle de conférences, c'est aussi de voir des points communs, hein. Donc, à chaque fois, on part d'une idée reçue qui est un petit peu balancée pour justement faire réagir. Et on voit qu'il y a quelques constantes, notamment la question de l'âge. C'est vrai qu'on parle de jeunes, on parle d'éducation, mais c'est vrai que évidemment, on ne parle pas du tout des mêmes choses très souvent. Si on parle de jeunes enfants, voire de nourrissons, et que ensuite on monte dans les âges. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure des questions de ce webinaire de contraster s'il y a besoin en fonction des âges des jeunes. Donc voilà, commençons. Partons de cette idée reçue. Donc, vrai ou faux, il n'y aurait pas besoin d'équipement à l'école puisqu'il y en a bien assez à la maison. Ça sous-entend plusieurs idées, hein. Déjà que les familles seraient très équipées en appareils numériques, qu'il n'y aurait pas besoin d'en rajouter à l'école. Donc, première sous-question, c'est qu'en est-il réellement? Comment sont équipées les familles? Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'ailleurs bien assez? Et en quoi est-ce différent de l'équipement des établissements scolaires? Alors, tout à fait, on peut commencer par rentrer par cette question des équipements qui en fait est historiquement la première manière dont les gens se sont posé la question du développement des technologies, c'est-à-dire effectivement comment les gens sont équipés. Et
imagine bien qu'on ne peut pas utiliser quelque chose si on ne l'a pas. Donc, c'est assez normal et assez logique de commencer par là. Et bon, là, je ne vais pas passer trop de temps à enfoncer une porte ouverte, évidemment. C'est vrai que les familles sont maintenant relativement bien équipées. Je vais nuancer des choses tout à l'heure, hein, ne sautez pas au plafond. Mais voilà, il y a des équipements qui se sont développés extrêmement rapidement dans notre société. On a eu une numérisation très rapide en fait de notre société. Par exemple, un indicateur classique qui est utilisé par les sociologues qui étudient la diffusion des technologies, c'est de se demander pour une technologie donnée. Alors, à l'époque, c'était les voitures, les réfrigérateurs, les téléviseurs, les machines à laver. Combien de temps on passe entre 10%, qui est un peu ce qu'on appelle les early adopters, c'est les gens qui vont être un peu alors, avec des moyens déjà, et puis un peu attirés par la nouveauté, la technologie, et puis 20% qui a déjà un marché de masse. Ce n'est pas encore tout le monde, mais ça commence à devenir un marché de masse. Eh bien, typiquement, on mettait une dizaine d'années pour passer de 10 à 20% pour tous ces équipements, réfrigérateurs, machines à laver, etc. Aujourd'hui, quand on voit à quelle vitesse les téléphones portables, puis les smartphones, les tablettes, les Internet dans les foyers, on est en quelques mois, en fait. Hein, on est parfois moins d'un an, parfois un peu plus, mais voilà. Et ces outils sont devenus aujourd'hui courants. Nous sommes couverts, tous autant que nous sommes ici, d'objets communicants, depuis nos téléphones, nos cartes de crédit, nos badges de parking, etc. Nous sommes couverts d'objets qui n'existent qu'en réseau. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé. Et on le voit bien au sein des foyers, entre les téléviseurs qui maintenant sont en fait de véritables ordinateurs, hein, avec les box Internet, avec des menus, etc., des jeux vidéo, des équipements ménagers qui sont eux-mêmes de plus en plus informatisés, comme les lave-linges, etc. Et les familles avec enfants et adolescents ont toujours été plus équipées en informatique, en Internet, quel que soit l'indicateur qu'on prend, que la moyenne de la population. Avoir des enfants d'âge scolaire a toujours été une raison d'équipement. Hein. Donc, on a aujourd'hui effectivement en ordinateur, en connexion Internet, en téléphone portable, des familles qui sont très équipées. Mais attention, ce n'est pas parce que les familles sont en moyenne très équipées que presque tous les enfants qu'on peut avoir quand on est dans une classe, parce que tous les élèves vont être équipés, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Par exemple, on peut avoir une idée que puisque tout le monde a un ordinateur et Internet, on peut avoir un manuel numérique et que ça ne pose pas de problème. Alors, les familles sont peut-être équipées, mais une famille de 4 enfants qui n'a qu'un seul ordinateur, si chacun met 1 heure à faire ses devoirs, à quelle heure finit le dernier? Et en plus, s'ils ont été chez la nounou avant que les parents rentrent du travail à 20 heures ou 21 heures pour certains, voilà. Comment on fait? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est équipé que l'équipement n'est plus un problème dans les familles. À l'école, c'est un peu différent. Les établissements sont plutôt moins bien équipés. Il y a eu des gros investissements depuis quelques années en tablettes numériques, en classes mobiles, en tableaux numériques interactifs, etc. Mais par exemple, si on prend les tableaux numériques interactifs, on est à peu près au tiers, hein, des écoles primaires qui sont équipées. Alors ça ne veut pas dire des classes, hein, c'est les écoles primaires qui en ont au moins un. Mais c'est quelque chose qui progresse. Et puis, il y a des pays qui sont proches de nous. Par exemple, l'Angleterre, on avait il y a quelques années 100% des écoles primaires équipées, 72% des salles de classe équipées. Voilà. Donc, il y a un équipement qui monte. Mais là aussi, attention, ce n'est pas parce qu'on a des équipements dans les classes qu'il y aura des usages pédagogiques derrière. Et même toutes les recherches qu'on mène avec un certain nombre de collègues un peu partout en France et dans d'autres pays montrent que les usages scolaires ne sont pas directement indexés sur l'équipement. Par exemple, toutes les opérations de dotation d'ordinateurs portables qu'on a pu faire avec des collégiens déjà il y a une quinzaine d'années dans les Bouches-du-Rhône, dans les Landes, plus récemment en Normandie, ce qu'on voit, c'est que les usages des collégiens sont assez peu des usages scolaires, c'est essentiellement des usages de loisirs. Et puis, on voit aussi que les collégiens, ils apprennent parfois à déjouer rapidement les systèmes de protection. Par exemple, certains systèmes empêchaient de fonctionner après 22h30 pour préserver le sommeil des enfants, et les élèves ont assez rapidement appris à le contourner.
Récemment, il y a évidemment eu le confinement qui a été un accélérateur du numérique, mais vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parler du numérique dans la classe, avec une classe mobile, un TNI, et parler d'une capacité à maintenir une école à distance comme on a eu pendant le confinement, derrière le même mot numérique, il y a en fait des choses très différentes. Et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter sur cette première question, c'est que qu'est-ce que c'est le numérique? C'est un mot très pratique qu'on emploie et on voit bien ce que c'est le numérique dans les familles, à l'école, mais en fait c'est aussi un mot qui est utilisé pour mettre derrière la même étiquette des choses en fait très différentes. Si on regarde les différentes manifestations du numérique à l'école, on voit qu'il y a des choses qui sont des exerciceurs pour apprendre les mathématiques ou l'histoire. On voit qu'il y a le recours à des sites, y compris jugés illégitimes par bien des enseignants, pas forcément de manière fausse, hein, mais comme Wikipédia, qu'il y a des tableaux numériques, qu'il y a des équipements qui sont faits pour les élèves, pour apprendre, d'autres qui sont faits pour les enseignants, des équipements qui sont conçus pour l'école, d'autres qui sont scolarisés, par exemple le traitement de texte ou les présentations type PowerPoint n'ont pas été conçus pour l'école, mais ils sont largement utilisés à l'école. Et donc finalement, derrière le même mot, des fois quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes pour le numérique à l'école? Est-ce qu'on est en train de dire qu'on veut que les élèves dyslexiques aient une application spécifique qui les aide? Ou est-ce qu'on est en train de dire, on va remplacer votre enseignant par un jeu sérieux et vous allez passer des heures devant un écran? Oui, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour ça que l'employé, parfois, ça ne pose pas de problème, mais il faut faire attention à ne pas qu'il y ait une idée en fraude qui vienne, et typiquement les idées qu'on appelle substitutistes, hein, c'est-à-dire remplacer des enseignants par des technologies. Ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est l'idée reçue, par rapport à ça, elle sous-entend aussi que finalement l'école n'a pas à se préoccuper, Mm. forcément d'éducation au numérique, puisque les appareils sont à la maison. On estime aussi que les jeunes sauraient s'en servir pour certains, donc c'est un mythe qui est lui aussi, maintenant largement éculé, hein, le mythe des digital naïfs, ou des digital natifs, mais qu'il Mm. faut quand même toujours, retravailler, et cette impression aussi et cette question, qu'on a abordée dans une précédente, conférence, qui est de savoir, finalement qu'est-ce qui est du ressort de l'école, ou qu'est-ce qui est du ressort, de la famille en matière d'éducation numérique. Mm. Heu, voilà, qu'est-ce que montrent vos études? On imagine que c'est beaucoup plus compliqué, de se dire que, tout peut s'apprendre seul ou à la maison, et que c'est bien plus compliqué que ça. Quel est le rôle Ouais. du coup de Mm. l'école, sur ce plan? Alors, vous avez raison, il y a ce mythe-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le mythe inverse. C'est-à-dire qu'on entend à la fois les jeunes, ils savent tout faire, c'est tous des geeks merveilleux, et en même temps, on entend des discours assez catastrophistes sur ils ne sont pas conscients des dangers, ils s'exposent sur les réseaux sociaux en permanence sans voir la limite entre le privé et le public. Ils l'écriture intuitive, l'écriture SMS est en train de tuer l'écriture en français. C'est-à-dire qu'on a à la fois des mythes qui disent c'est merveilleux et des mythes qui disent c'est la catastrophe. Donc c'est assez Ouais. intéressant de voir. Et effectivement, vous avez raison. La réalité, elle se situe ni d'un côté ni de l'autre. Et parce Oui, que là, par exemple, je lisais récemment, il y a pas mal d'actualités qui viennent donner un peu de l'eau à notre moulin. Alors j'étais surpris, de lire dans le dernier baromètre du numérique, que 90% des foyers aujourd'hui est équipés d'un ordinateur. Je pensais que c'était beaucoup moins, et notamment je pensais que c'était, très, sociologiquement situé. Donc ça, si vous avez, des éléments là-dessus, on sera preneur. Et par ailleurs, je lisais encore récemment un article, d'un enseignant, du collège, qui disait qu'en fait, ces jeunes qui arrivaient et qui clairement avaient des pratiques, numériques, hein, si on fait pratique numérique au sens large, assez riches sur certains aspects, mais qui ne savaient presque pas utiliser une souris. Enfin, bon, lui donner un exemple un peu caricatural peut-être, mais ils ne savaient presque pas utiliser un ordinateur correctement, que des fonctions de base d'un outil bureautique étaient. Voilà, donc c'est aussi là-dessus que c'est intéressant de voir qu'il y a clairement quand même des équipements
il y a équipement numérique et équipement numérique et il y a différents types d'usages et on voit bien qu'ils se font peut-être pas tous sur le même, espace, quoi. Mmh. Tout à fait. Alors, il faut évidemment pas confondre. Il y a des usages et les jeunes ont des usages numériques, hein, ça c'est pas un problème, même trop, au goût de certains parents. Je Mmh. pense aux jeux vidéo, je pense à internet et cetera. Donc ils ont des usages, mais vous avez tout à fait raison, c'est pas parce qu'on a des usages qu'on va développer vraiment une compréhension de ce qui se passe, déjà. Et cela d'autant plus que, l'évolution de l'informatique a fait qu'aujourd'hui, on a l'illusion, on a l'impression déjà qu'il n'y a pas besoin de l'apprendre et puis on nous masque toute la technicité finalement d'un ordinateur. Pour les gens, qui étaient, enfants comme moi dans les années 80, j'avais un TO7, on programmait et en fait, on allumait l'ordinateur, la première chose qui se passait, c'est qu'on devait rentrer des lignes de commande. C'est-à-dire qu'on devait donner une instruction à une machine qui nous renvoyait un résultat. Ce n'est pas du tout cette impression que les jeunes ont aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeune a l'impression qu'il agit directement sur un objet, vous voyez, qu'on déplace effectivement, et la complexité technique est masquée. Et donc, plus qu'avant peut-être, utiliser un ordinateur n'est pas du tout le garant qu'on sait l'utiliser. Et c'est ça que montrent les recherches. Alors, celles que j'avais menées moi-même sur les adolescents il y a maintenant une quinzaine d'années sont un peu anciennes, mais j'ai une doctorante actuellement, Isabelle Van de Velde, qui travaille sur la compréhension du numérique à travers la culture numérique des enfants de fin d'école primaire, hein, CM1, CM2, et qui regarde et qui montre que, comme les adolescents que je voyais il y a 15 ans, même des enfants qui utilisent des choses, bien souvent, il ne faut pas faire une généralité, hein, certains sont des petits geeks et s'intéressent vraiment, mais c'est une minorité. Mais la majorité, même ceux qui ont des usages qui peuvent sembler extérieurement très fluides, ils passent facilement d'une application à une autre, mais comprendre ce qui se passe, avoir des mots pour désigner ce qui se passe, pour désigner un objet qu'on voit à l'écran, pour désigner un processus. Vous voyez, enregistrer un fichier, c'est un mot technique en fait. Et bien des enfants qui utilisent des applications tous les jours n'ont pas ces mots-là, hein. Et quand on n'a pas le vocabulaire, bien souvent, c'est parce qu'on n'a pas la compréhension technique de ce qui se passe derrière. Et donc, on a des enfants qui effectivement sont des utilisateurs quotidiens, mais qui n'ont pas forcément accès à la technicité. Vous l'avez dit aussi, c'est vrai aussi qu'il y a des différences sociales. Parce que, alors, 90% des foyers équipés, si on prend les foyers avec enfants ou adolescents, on est à 99% et des poussières, enfin, on est presque à 100%. Alors, évidemment, le pourcent qui reste, c'est un problème social. 100 d'équipement? Oui, oui, on Oui, est OK. presque à 100%. Voilà. Donc là, on Mais parle de smartphone, souvent de smartphone? en ordinateur. En ordinateur, OK. Dans les familles avec enfants et adolescents, hein. Mmh. Mmh. Mais c'est pas parce qu'on a un ordinateur qu'on va faire la même chose. Et avoir des parents qui sont eux-mêmes familiers de l'ordinateur, qui peuvent montrer des choses, qui ont des usages variés, c'est pas tout à fait pareil que d'être avec des parents qui n'ont pas ces usages variés. Parce que plutôt que d'opposer l'école et la maison, moi je pense qu'il faut plutôt voir 3 sphères d'usage pour les jeunes et les enfants. Il y a les usages scolaires qui existent, il y a des Mmh. usages familiaux au sein de la famille, et puis il y a des usages au sein du groupe social des pairs, PAIRS, qui, par lesquels passent un certain nombre d'usages. Vous voyez, TikTok, c'est rarement les parents qui montrent TikTok aux enfants. Donc, il y a 3 sphères d'usage qui se chevauchent un peu, qui rentrent en collision les unes avec les autres. Et la question, c'est comment faire pour que tous les enfants, non seulement sachent utiliser de manière fluide un certain nombre de choses, mais aussi et surtout développent une compréhension. Et ça, effectivement, vous l'avez dit, la métaphore des digital natives, elle est complètement fausse. Déjà à l'époque, elle ne reposait sur rien. Et puis si on réfléchit, l'article de Mark Prensky qui parlait des digital natives, il a été écrit en 2001 et il parlait des étudiants de l'époque, c'est-à-dire des parents des enfants d'aujourd'hui en fait, hein. Donc les digital natives, c'est les parents, c'est pas les enfants, Mmh. si on suit Mmh. Prensky. Bon, Oui. évidemment, nous, il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut former au numérique et donner une culture scientifique large. Et j'insiste, pas seulement des compétences.
Il ne s'agit pas seulement de leur apprendre à remplir un formulaire pour l'administration ou valider des compétences pour PIX, anciennement le B2I pour les plus anciens, mais il s'agit de faire qu'ils comprennent ce qui se passe. Juste un exemple, et puis je vous laisse poser les questions suivantes après, mais juste un exemple. Tous les lycéens voient aujourd'hui leur avenir dans le supérieur déterminé par un algorithme qui est Parcoursup. Combien comprennent vraiment ce que c'est un algorithme? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut même contester socialement la place des algorithmes, alors dans Parcoursup, dans Facebook, dans qu'est-ce que nous propose Amazon quand je me connecte sur le site d'Amazon, etc., etc. Si l'idée d'un algorithme, l'idée d'un code source, l'idée d'un serveur, si tous ces concepts qui sont finalement essentiels pour comprendre le monde numérique, on ne les apprend pas. Et ça, à part des exceptions, il y a toujours des autodidactes évidemment, mais ce n'est pas à la maison qu'on l'apprendra. Ce serait, à mon avis, le rôle de l'école. Ça devrait faire partie de la culture scientifique et technique de base d'un individu du XXIe siècle. Merci. Et donc là c'est là que vous commencez un petit peu à tordre le cou à notre idée reçue, puisque précisément s'il y a de l'équipement numérique à la maison, il y a besoin d'équipements numériques à l'école, ou en tout cas, il y a besoin d'une éducation numérique à l'école pour les raisons que vous avez citées, parce qu'on a besoin de jeunes qui comprennent les enjeux du monde dans lequel ils vivent, qu'on voit bien que même s'il y a des usages qui peuvent être parfois très riches, ils ne sont pas toujours suivis d'une certaine réflexivité ou d'une suffisante compréhension des outils qu'ils utilisent. On voit aussi que c'est très genré, que c'est très sociologiquement situé, que ça dépend des outils utilisés, qu'il y a des différences entre tablettes, ordinateurs. Je vois qu'il commence à y avoir des réactions dans le chat, donc c'est super. On essaye de les lire, on les garde pour plus tard, donc on se laisse encore une petite dizaine de minutes avant de passer à vos questions, donc n'hésitez pas. Julie mentionnait la question de la statistique des familles équipées d'ordinateurs. Moi, elle ne m'étonne pas trop parce que, comme je le disais, le dernier baromètre parlait de plus de 90% de foyers équipés en moyenne, sachant que là, on compte les familles, enfin les personnes âgées, etc. Donc, si effectivement, là, on parle bien de familles avec un enfant, qu'on approche de 100% d'équipement d'ordinateur, personnellement, ça ne m'étonne pas trop. Alors, je n'ai Même pas si revérifié très récemment cette statistique-là. C'est un souvenir que j'ai. Si je me trompe et que quelqu'un a le vrai chiffre, qu'il me corrige, évidemment. oui, Mais c'est en tout cas très élevé. Voilà. c'est très élevé. Mais j'étais très surpris de voir que 90% des foyers avaient un ordinateur, ce qui n'empêche pas, comme vous l'avez dit, que pendant le confinement, bah, quand on a 3 enfants et qu'on n'a qu'un seul ordinateur pour 5, sachant que peut-être que l'un des deux ou les deux parents télétravaillent, bah, évidemment que ce n'était pas suffisant. Or, on ne peut pas dire qu'on est sous-équipé quand on a un ordinateur pour la famille et qu'on a peut-être une tablette en plus. C'est là qu'on revient à la question de qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'équipement en fait. Alors, je passe à une question suivante parce que vous avez commencé à évoquer pas mal d'aspects, hein, le fait donc on voit bien il y a des liens à faire entre l'école et la maison sur des équipements qui sont peut-être pas toujours les mêmes. Je pense qu'il y a aussi quelque chose sur lequel il faut insister, c'est peut-être la distinction entre des usages qu'on fait à la maison, peut-être plus récréatifs de divertissement, vous avez commencé à en parler, et des usages plutôt scolaires, ceux qu'on fait à l'école. Euh, je pense qu'une partie de l'idée reçue se nourrit du fait que beaucoup de parents n'ont peut-être pas la compréhension de ce qui se fait à l'école. Je pense à 2 choses. C'est quand on a une classe équipée, quel est le temps passé sur ces appareils? Parce qu'on peut se dire s'il y a des équipements, c'est-à-dire que les élèves sont toujours devant, alors qu'en fait, on se rend compte que les enseignants s'en servent à certains moments, etc. Peut-être que vous pouvez nous en dire davantage. Et quels sont un peu les usages concernés, les usages scolaires concernés? Est-ce que vous avez des exemples? Alors, bon, effectivement, là aussi, je ne vais pas enfoncer de porte ouverte, hein. Évidemment, les premiers usages par les enfants, c'est des usages de loisirs et de sociabilité. Ce qui d'ailleurs, je ne vais pas m'étendre, mais qui change des choses dans les familles, et tous les parents qui ont des enfants et des adolescents en sont conscients. C'est-à-dire que la sociabilité des enfants se prolonge même à la maison. Et ça devient un enjeu pour les parents de dire pas de téléphone à table, pas de téléphone après 22 ou 23 heures, suivant l'âge des enfants. Et c'est un enjeu identitaire pour les enfants de montrer à leurs copains qu'ils ont gagné un espace d'autonomie, qu'ils ont le droit d'utiliser, qu'on peut les retrouver sur tel jeu
en ligne jusque pas d'heure. Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de montrer ce que François de Singly appelle l'augmentation de sa taille symbolique. Hein. On est en train de vieillir, on est en train de gagner de l'autonomie, tout en restant soumis à l'autorité parentale, mais on essaie de montrer que on n'est plus un enfant et qu'on a réussi à imposer à ses parents d'avoir. Mais de la même manière, avoir un téléphone, c'est comme avoir un jean de marque ou des baskets de marque, ou etc. Hein. Ça fait partie des choses par lesquelles les enfants s'affirment en tant que jeunes enfants, adolescents. Mm. Si on se pose la question des différences entre les usages, donc effectivement, à l'école, on n'est pas dans le même registre, et surtout, on est dans un registre où il n'y a pas un rapport d'immédiateté. Ce qui est frappant quand on va voir les usages des enfants, c'est que tant que ça marche, et quand ça ne marche pas, c'est, sauf exception, et justement des gens qui manifestent une certaine appétence technique, et il y en a, mais c'est une minorité, mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire que il y a peu de démarches d'apprentissage inscrites dans un temps un peu long dans les usages personnels. Et ça, les enseignants, c'est quelque chose qu'ils ressentent bien. Quand moi, je vais interroger des enseignants d'école primaire, par exemple, il y a cette idée qu'à l'école, même quand ce n'est pas pour apprendre l'informatique, c'est pour utiliser l'informatique, mais au moins, je vais essayer de faire que les élèves sont dans une posture active. C'est-à-dire que la posture est en elle-même un contenu possible à l'école. Ce n'est pas seulement des connaissances qu'on apprend à l'école. Pensez à la lecture, on n'apprend pas seulement à lire, on apprend un certain rapport aux livres, au patrimoine littéraire, etc. Et ça, c'est quelque chose, même les enseignants qui ne le formuleraient pas de la manière dont je viens de le formuler là, sont dans cette posture en disant, je vais faire de l'école un lieu de rencontre avec des objets techniques qui ne sont pas familiers, ouvrir les enfants vers d'autres types d'usages, d'autres types d'outils et un autre rapport. Et ce que moi, en tant que didacticien, je trouve intéressant, c'est que ce faisant, il retrouve une notion qui est proposée par Gilles Dewey, c'est une des 4 notions clés de l'informatique, qui est la notion de machine. C'est-à-dire qu'un ordinateur ou tout système numérique est une machine. C'est-à-dire c'est un système que nous pilotons, que nous contrôlons et à qui nous donnons des instructions et qui nous renvoie un résultat, comme je le disais tout à l'heure. Mais ce n'est pas l'impression que les enfants ont. Ils ont l'impression d'être soumis à la machine. Et donc, mettre les enfants dans un rapport actif, c'est aussi leur faire prendre conscience que l'objet technique est une machine au sens technique et informatique du terme. Et rien que ça, et notamment, je pense aux plus petites classes, hein, rien que ça, c'est un contenu possible. Oui, mais et effectivement, c'est beaucoup plus exigeant. Faire des activités, où l'enfant, l'adolescent, le jeune, Mmh. est en capacité de production et non pas de consommation ou même d'utilisation d'un système déjà finalement programmé. C'est vrai que c'est beaucoup plus exigeant, et donc ça nécessite de la formation, des ressources adaptées et cetera. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais quand on parle d'équipement numérique à l'école, d'usage numérique à l'école, souvent on parle heu, en tout cas en partie d'équipements Mmh. spécialisés, on parle de ressources spécialisées, c'est le cas notamment, vous l'avez évoqué, pour les élèves qui ont qui sont en situation de handicap, où on a des logiciels qui sont développés, spécialement pour ce genre d'usage. Peut-être une dernière question avant de passer aux questions des près de 200 participants, hein, participantes et participants qui nous suivent. Hem, on l'a un petit peu évoqué en filigrane. Quels seraient selon vous les principaux enjeux pédagogiques, hein, qui sont sous-jacents de ces technologies numériques? Et si on devait, peut-être, même si vous avez commencé à en donner des éléments, si vous deviez donner votre avis d'une forme de répartition, Mmh. comment ces enjeux pourraient se répartir entre l'école, la maison et aussi les acteurs qui gravitent autour et qui sont tout à fait concernés par ce cycle de conférences? Je pense aux conseillers numériques, aux bibliothèques, aux associations, à de multiples dispositifs qui accompagnent, les jeunes. Alors, déjà, si vous me permettez, je vais revenir sur une chose parce que j'ai peut-être laissé planer une ambiguïté. Parce que cette idée de mettre les enfants, les élèves dans une posture active,
des fois, elle est poussée un petit peu et ça devient, dans certains discours, si les élèves sont consommateurs de ressources, alors il n'y a pas de réflexivité, alors que s'ils deviennent producteurs de ressources, de contenu, ils sont dans une certaine réflexivité. Je pense que c'est un petit peu exagéré. Quand on voit un certain nombre d'influenceuses sur Instagram ou de jeunes qui font des commentaires sur Twitch, c'est pas forcément très réflexif, vous voyez, et c'est notamment pas très réflexif par rapport aux cultures de consommation de masse, etc. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. On peut très bien être un consommateur de contenu très réflexif et ne rien Mmh. poster, ne pas intervenir sur les réseaux sociaux et être très réflexif. Et à l'inverse, on peut très bien être tout à fait producteur de contenu pour le compte des GAFAM, hein, pour le dire vite, et être pas du tout une. Voilà, donc c'est pas la même chose. Hein. Mais la posture active, c'est une posture par rapport à l'objet technique. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas par rapport au contenu. Bon. Euh, alors, effectivement, pour moi, il y a deux enjeux sur lesquels il faut réfléchir. Le premier, je l'ai dit, c'est l'enjeu d'une formation à une culture scientifique et technique large concernant le numérique. C'est important que les citoyens du XXIe siècle soient capables de comprendre le monde numérique, un peu de la même manière que c'est important, et c'était important pendant la pandémie, qu'il y ait une culture scientifique qui fasse que beaucoup de gens comprennent ce que c'est un virus, comprennent ce que c'est de l'ADN et un vaccin, comment ça fonctionne, etc. Oui, c'est l'idée d'une culture numérique, ça fait partie du patrimoine de l'humanité, hein, et c'est des connaissances, et puis c'est la condition pour être citoyen, pour pouvoir interpeller les décisions qui sont prises. Voilà. Donc je pense, l'école, pour l'instant, je trouve, traite de manière un peu trop marquée le numérique sous l'angle des compétences à acquérir, euh, plus que sous l'angle d'une culture à diffuser très largement. Bon, ça, c'est un premier enjeu. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui, pour moi, est là, pour le coup, plutôt un enjeu de démystification, et c'est le thème de votre série de webinaires, qui est que il y a des discours qui me semblent non seulement faux, mais en plus néfastes, qui partent d'une idée juste, qui est que la société a changé, donc il faut que l'école change, il faut que l'école se numérise, intègre les technologies. Bon, oui, effectivement, ne serait-ce que pour préparer les élèves au monde. Maintenant, l'idée qu'on fait passer souvent avec cette première idée juste, c'est que le numérique va changer l'école. Le numérique a un pouvoir transformatif de l'école. Et ça, il faut être très clair, ça n'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que, par exemple, l'idée qu'il suffit de donner des outils numériques pour qu'il y ait des pratiques pédagogiques innovantes dans les classes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, il a été montré que non seulement le tableau numérique interactif qu'on installe dans les classes, alors c'est un bel outil, les enseignants sont globalement contents, ça marche bien, puis c'est pratique. Maintenant, est-ce que ça fait progresser les élèves? Eh bien, les études montrent que non. Et puis, est-ce que ça encourage des pratiques pédagogiques plus diversifiées, plus actives, plus etc. Non plus. C'est un peu normal. On a un bel outil pour être au tableau et faire une pédagogie frontale et transmissive. Eh ben, on fait une pédagogie frontale et transmissive. Donc, on a même plutôt, au contraire, des fois, des effets de régression pédagogique plutôt que d'aller vers des formes pédagogiques plus actives, participatives, etc. Donc, il faut, je pense, être clair, le numérique n'est pas un vecteur de changement de l'école, alors qu'on l'entend tout le temps partout. Par exemple, Oui, une lettre de mission qui est adressée à l'éducation nationale il y a quelques années qui disait le déploiement du numérique va améliorer l'efficacité des enseignements, réduire les inégalités sociales et culturelles. Bon, non. Et je mmh, pense personnellement qu'il s'agit d'un discours très politique, en fait, c'est-à-dire un discours qui vise à dire s'il y a des problèmes à l'école, et je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des problèmes à l'école, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'avoir le bon outil. Bon, je pense que c'est une vision simpliste des choses, et en tout cas, il y a un consensus quasiment absolu des chercheurs pour dire que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ça, à mon avis, c'est un enjeu de bien le comprendre, parce que ça a des effets sur les enseignants. Parce que quand aux enseignants, on dit, si on vous met un outil dans la classe, vous allez voir, le niveau va monter, etc., puis que ce n'est pas le cas, et ben, l'étape suivante, c'est, ben, oui, mais c'est parce que vous ne savez pas bien l'utiliser.
parce que vous êtes des dinosaures, parce que les enseignants ne veulent pas. Voilà. Donc, c'est quelque Mais chose qui a un globalement, effet, y compris délétère pour les enseignants. ça, et puis pour les familles aussi, puisque ça crée, enfin, c'est l'origine de notre idée reçue. Ça crée l'impression que l'école serait en train de se faire submerger d'équipements numériques, avec des familles qui se sentent déjà submergées de numérique, et donc avec cette impression qui est contrastée. Encore une fois, tout n'est pas faux. Il y a des raisons d'être intrigué, et encore une fois, il faut garder un esprit critique systématique. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait un déferlement numérique dans les classes quand il y a des équipements, ils ne sont pas Mmh. utilisés tout le temps par les enseignants. Et comme vous le dites, la quasi-totalité des enseignants, Mmh. eux aussi, sont tout à fait, comment dire, réalistes par rapport aux attentes à avoir au numérique, ce qui est différent du discours effectivement peut-être plus politique, qui espère peut-être un peu plus de ces technologies. Alors on va avancer donc sur un premier groupe donc de questions. N'hésitez pas à continuer d'en poser, parce que finalement on a beaucoup parlé de ce qui pouvait se faire à l'école, dans les familles et ailleurs. Il se trouve que beaucoup de choses sont en train d'être mises en place à l'école. Évidemment, hein, l'école avec un grand E en tant qu'institution n'est pas restée immobile depuis l'arrivée de ces technologies. Et on peut citer sur les dernières années donc le programme qui nous amène à notre conférence aujourd'hui, les territoires numériques éducatifs. Il y a eu la mise en place dans certaines disciplines d'apprentissage de la programmation. On apprend donc plusieurs langages. On a une discipline, les sciences numériques et technologies. On a les NSI au lycée. On a le PIX maintenant, donc pour évaluer les élèves. Que pensez-vous de ces différents outils mis à disposition de la communauté éducative pour commencer à faire de l'éducation numérique? On a parlé un peu de compétences plus tôt. Le PIX, donc, qui est en train d'être amené dans l'éducation, est-ce que ce sont des choses qui vont dans le bon sens? Alors, le PIX en lui-même, c'est pas, c'est plutôt bien fait, hein, j'ai rien contre. Juste, moi, ce qui me préoccupe, c'est si on pense l'éducation uniquement par le biais de l'évaluation de compétences, c'est-à-dire qu'on le prend par la fin. C'est pas comme ça qu'on pense la plupart des programmes scolaires. La plupart des programmes scolaires, on se pose la question, pas de ce que les élèves doivent savoir faire, mais de ce que les élèves doivent apprendre et comprendre dans des domaines qui peuvent être disciplinaires. Par exemple, oui, est-ce que c'est utile de connaître le principe des l'équation des gaz parfaits, PV égale NRT, hein, si on se souvient de nos cours de l'école, pour conduire une voiture. Pourtant, c'est ça qui se passe dans un moteur, enfin, tant qu'on n'est pas passé à l'électrique. Mais dire que si on se dit ce qu'il faut, c'est que les gens sachent conduire, on n'enseignera pas ces connaissances-là. Pour le numérique, c'est un peu pareil. Pourquoi pas évaluer ce qu'ils savent faire, etc. C'est bien. Mais quand est-ce qu'on réfléchit à un véritable cursus, un véritable curriculum pour apprendre déjà des éléments de programmation, évidemment, mais pas que, des éléments de compréhension de ce qui se passe dans un ordinateur. Qu'est-ce qui se passe quand j'efface un fichier sur une clé USB? Combien parmi les 202 personnes présentes en ce moment savent ce qui se passe vraiment? Je peux vous dire que si vous étiez journaliste en Syrie, vous auriez intérêt à comprendre que le fichier n'est pas vraiment effacé. Bon, Mmh. parce que ça peut vous causer quelques problèmes. Donc, vous voyez, c'est ça. Alors, il y a effectivement des éléments. Il y a NSI, SNT qui ont été développés au lycée. Il y a eu, notamment dans les programmes de 2015, beaucoup moins dans la dernière version des programmes, des éléments qui étaient préconisés dès l'école primaire, et c'est très bien. Le problème, c'est, alors là, mais moi, je ne suis pas magicien, le temps il est limité à l'école, et il y a déjà les matières dites fondamentales qui sont à apprendre, et les enseignants disent, moi, j'ai bien envie de leur faire faire du code, des jeux de l'enfant robot, de la robotique scolaire, mais quand est-ce que j'ai le temps de le faire? Et quand est-ce que j'ai le temps de le faire d'une manière qui soit
où ils essayent, où ils testent, où ils se trompent, où ils découvrent un objet technique. Bon, donc il y a un problème de temps qui est évident, mais je pense que c'est parce que si on ne prend les choses que sous l'angle des compétences auxquelles on doit aboutir, on oublie de réfléchir à quelles sont les connaissances dont il y a besoin. Ouais, tout à fait. Et ce qui amène à une deuxième grappe de questions, qui est la question de donc je reprends un peu le terme parce que c'est vrai, hein, ne faudrait-il pas arrêter de charger la mule, donc de l'éducation nationale, qui doit, donc gérer, avec une très faible capacité de montée en compétences des enseignants et des inégalités sociales énormes. Donc, on le sait, on voit que de toute façon, il y a une tendance aussi aux difficultés de recrutement. On demande toujours plus aux enseignants. Là, on est sur un sujet ultra complexe. Donc, se pose la question qui revient quasiment en boucle, hein, quand on s'intéresse à l'éducation numérique, c'est la question de qui doit le faire. Est-ce que c'est tous les enseignants? Est-ce que ce sont des enseignants disciplinaires, d'une discipline à inventer? Et comment on forme en fait? Parce qu'on l'a vu même sur la discipline SNT, hein, sciences numériques et technologies, que bah, ok, on peut très bien dire qu'on crée une discipline, mais comment peut-on former? Et donc là, c'est Anthony qui suggère, est-ce que la solution, ce ne serait pas d'améliorer la porosité entre l'éducation nationale et les tiers-lieux, les centres sociaux, les associations? C'est vrai que c'est intéressant sur un webinaire qui, encore une fois, est dans le cadre des territoires numériques éducatifs, qui est un programme qui vise à des relations partenariales entre l'éducation nationale et d'autres acteurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Parce que c'est vrai qu'on a un enjeu là énorme. Alors, oui, et effectivement, et on a des enseignants qui n'ont pas été formés à ça, en fait, donc qui ont des difficultés. Vous voyez, même identifier les enjeux de savoir. Nous, on va des fois dans les classes, on observe des gens qui font des choses, par exemple avec des robots, etc. Mais identifier, ah, là, l'élève, il a utilisé une boucle for, alors qu'avant c'était une boucle while, et c'est un peu différent. Et oui, pour identifier ça, ben, il faut être formé, c'est évident. Bon, donc effectivement, il y a des choses qui marchent très bien. Il y en a qui se passent dans le Nord et qu'on étudie avec mes collègues, avec effectivement des associations, des tiers-lieux, etc. Ça me fait penser que je n'ai pas répondu tout à l'heure à votre question, mais effectivement, il y a un rôle extrêmement important de tout un tas d'acteurs intermédiaires, de conseillers TIS, de conseillers pédagogiques, voilà, c'est extrêmement important et enfin, on peut dire que tout ce qui se fait et qui marche, qui est dynamique, etc., c'est parce qu'il y a des gens qui le prennent en charge, contre vents et marées parfois, avec souvent des budgets limités. Voilà. Donc, effectivement, Et juste, pardon, si vous avez des exemples qui marchent bien, pour vous, c'est quoi l'ingrédient? Bon, peut-être pas l'ingrédient secret, mais les ingrédients qui font que ça marche bien? alors, comment dire, ça, c'est quelque chose qui est plus large, mais qui est que, en gros, toute l'innovation pédagogique et technique à l'école, en vrai, quand on regarde, elle n'est pas portée par des programmes descendants, elle est portée par des acteurs de terrain qui s'investissent. Ceux que Villemontex et Béziat appellent des innovateurs pédagogiques. Voilà. Et voilà, j'ai un exemple localement avec Shticode qui utilise une plateforme de Algoria pour faire des choses en lien avec des enseignants et des conseillers TIS, etc. Bon, c'est des choses comme ça, effectivement, il faut qu'on y réfléchisse. Mais voilà, moi, ce qui me préoccupe, c'est le fait qu'il y a des gens qui font des choses formidables, il y a des grandes directives, et puis il manque un petit peu le lien entre tout ça. Voilà. Et c'est sur ça que je pense dans les années prochaines, il va falloir. Et vous l'avez dit, dans un univers très contraint, où les enseignants, ils ont autre chose à faire, ils ont des tas de problèmes à gérer. Et puis, ils ont, vous l'avez dit aussi, un problème qui est qu'il y a des parents qui trouvent que déjà les enfants sont trop sur les écrans. Et est-ce qu'on ne va pas leur rajouter des écrans? Donc là aussi, il y a des initiatives autour de manières de faire de l'informatique, pas forcément avec des écrans. Ça peut être avec de la robotique, ça peut être avec de l'informatique débranchée, ça peut être, voilà. Parce que c'est vrai que c'est un problème. La place des écrans dans la vie des jeunes est de fait un problème social croissant. Mmh. C'est vrai. Donc, on arrive malheureusement au bout, hein, c'est passé très, très vite. C'est passé très Peut-être vite. peut-être que peut-être que pour conclure, on peut quand même suggérer aux participantes et aux participants que c'est quand même aussi précisément l'objectif des territoires numériques éducatifs,
d'être sur les 12 territoires, les 12 départements dans lesquels ils sont implantés, d'être des acteurs qui créent du réseau de terrain Tout à fait. pour renforcer l'éducation au numérique, entre autres. Le réseau Canopé est mobilisé auprès des enseignants. La trousse à projet est mobilisée auprès des parents autour de la parentalité numérique, hein, donc qui crée le lien entre parents et enseignants. Notre cycle de conférences s'inscrit comme une des ressources de tout ce qui est mis en place. Donc, n'hésitez pas à aller sur le nouveau site, d'ailleurs, qui vient de sortir de la trousse à projet pour découvrir les ressources qui ont déjà été faites. En général, on a aussi beaucoup tendance à réinventer la roue dans les ressources qu'on crée, dans les énergies qui sont mises en place. Donc, il existe déjà un certain nombre de ressources. N'hésitez pas à aller les voir. Mmh. Et ceci étant dit, il est temps maintenant pour moi de Mmh. conclure. Donc, merci beaucoup, Cédric, d'avoir participé à notre 5e conférence, d'avoir démêlé avec nous cette idée reçue, une de ces idées reçues qui constitue voilà, un sujet, un point de blocage potentiel en matière de coéducation au numérique. Merci à vous d'avoir été très nombreux en direct. Vous étiez pas loin de 200, même un peu plus par moment. Merci donc pour vos questions, vos interactions, votre présence. Cette webconférence, elle a été enregistrée. Elle sera retransmise très prochainement sur le compte YouTube et le site internet de la Trousse à Projet qui, comme je le disais à l'instant, est maintenant en ligne. Et donc, je vous invite chaleureusement à aller le consulter puisque un certain nombre de ressources a été déjà partagé. Je pense à des mallettes pédagogiques pour les parents. Comme chacune de nos conférences, celle-ci sera accompagnée d'une fiche outil. L'idée de ces fiches outils, c'est de vous permettre en fait de créer un temps de discussion avec d'autres parents ou des parents et des enseignants, d'autres enseignants, en tout cas d'autres acteurs autour du thème qu'on vous a proposé aujourd'hui, et donc de recréer un petit peu les éléments de discussion qu'on a eu aujourd'hui avec Cédric Flukiger. Donc tout ça sera partagé sur le site de la Trousse à Projet. Et enfin, donc, notre cycle de conférences, il continue le mois prochain. On a rendez-vous donc le mercredi 7 décembre, toujours même horaire, 14h45, pour une nouvelle conférence autour de la question suivante. Vrai ou faux, les élèves ne s'informent plus ou pire, ils s'informent mal? Point d'exclamation. Vous voyez, on reste toujours un petit peu taquin. Et nous aurons la chance cette fois d'être accompagnés par Anne Cordier, enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore à toutes et à tous. Merci Cédric et excellente fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.